Et donc, on a fait ce travail-là il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, et à la base, on avait une question qui nous avait été posée par nos mandants de produits en Bretagne. Très simple, hein, quelle relocalisation peut-on envisager en Bretagne? Donc, ça nous faisait un terrain de jeu assez vaste, avec une question simple et une réponse complexe. Ce que vous allez voir, c'est que l'étude, en fait, c'est composé de deux parties. La première partie, une réflexion générale sur la façon dont on peut envisager des relocalisations sur un territoire, quel qu'il soit. Et puis la deuxième partie, concernant plus particulièrement, puisque c'était notre commande, la relocalisation en Bretagne. Avec une particularité, c'est qu'on nous a demandé de faire un travail sur la Bretagne historique, avec les 5 départements, incluant la Loire-Atlantique, sur le plan des statistiques nationales, nous a donné un petit peu de fil à retordre. Voilà. Alors en fait, on a étudié 582 secteurs économiques en prenant notamment, mais pas seulement, en compte ce que la Bretagne importe. Et au final, après un travail de tri et d'élimination de secteurs sur lesquels le potentiel était très faible, on s'est finalement concentré sur 188 secteurs. C'est un travail qui a été fait à partir de données macroéconomiques, des données notamment de l'INSEE, des douanes, des études sectorielles de Bretagne Développement Innovation, et puis d'études nationales venant aussi par exemple de France Stratégie. Et puis on a complété ça par une enquête terrain auprès d'acteurs du territoire. Donc on a interrogé des dirigeants de grandes entreprises bretonnes qui nous ont donné un éclairage particulier sur la situation des délocalisations et des localisations, relocalisations dans leur secteur. C'est une étude, je tiens à le préciser, qui est prévue sur un pas de temps de 10 ans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envisager une relocalisation sur la décennie 2020-2030. Alors évidemment, on se doute bien que c'est un travail sur le temps long parce que relocaliser une usine, ça ne se fait pas en 3 semaines. Si je vous montre tout de suite les principaux résultats, on se trouve avec un potentiel de relocalisation qui est important, puisque au travers de toute une série d'investigations que je vais vous montrer juste après, on a une possibilité dans les 10 ans qui viennent, sur la Bretagne à 5 départements, d'envisager une relocalisation de 5,3 milliards d'euros, donc ça c'est un bout de PIB, et de 130 000 emplois à peu près, ce qui représente 6% de la population active. Donc vous voyez que c'est relativement significatif, avec là-dedans plusieurs gros morceaux, 3 gros morceaux. Le premier, c'est des relocalisations industrielles. Donc, ça veut dire remettre des usines sur le sol breton. Ça représente un total de 2,1 milliards de chiffre d'affaires achetés et de 2,5 milliards de valeur ajoutée cumulée. Ça fait à peu près 1,7% du PIB du territoire et ça fait 61 000 et quelques emplois soutenus. Alors, je précise ici que les calculs sont faits en prenant en compte, quand on décide par exemple de relocaliser une usine, les emplois directs, c'est-à-dire le nombre de salariés qui travaillent dans l'usine, les emplois indirects, c'est-à-dire les emplois de toute la chaîne de fournisseurs qui travaillent pour l'usine, et puis les emplois qu'on appelle induits, qui correspondent à la consommation des salariés, que ce soit les salariés qui travaillent dans l'usine ou des salariés qui travaillent chez les fournisseurs de l'usine. Et donc, bien sûr, avec leur salaire, ces personnes-là irriguent l'économie du territoire, les commerces, les coiffeurs, les, les,
les locations d'appartements, les dentistes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a fait un deuxième travail qui était de regarder ce qu'il serait également pertinent de localiser. Et donc là, il n'y a pas de relocalisation, mais de créer à un moment donné des activités économiques très adaptées au tissu économique breton, de sorte que ça ne génère pas des localisations de ces activités-là ailleurs qu'on aurait envie ensuite de relocaliser en Bretagne. C'est notamment le cas pour le secteur des énergies renouvelables, des biomatériaux, de l'aquaculture et de la recherche. De nouveau, on se retrouve avec un potentiel significatif de à peu près 2 milliards d'euros de valeur ajoutée, ce qui fait un peu plus que 1% du PIB du territoire et un petit 50 000 emplois. Et le dernier point, c'est des grosses possibilités que je vais développer un petit peu plus tard dans le secteur du tourisme, avec du développement d'activités économiques pour un total de 20 000 emplois. Donc quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve effectivement avec ces 5 milliards d'euros de PIB en plus et ces 131, on n'est pas à quelques unités près bien sûr, 131 000 emplois sur le territoire. Alors voici les thématiques sur lesquelles il y a un potentiel très important. D'abord de la relocalisation sur toute une série de secteurs qui sont des secteurs où l'activité économique est significative en Bretagne, notamment dans le secteur agroalimentaire. Vous voyez, relocalisation de divers secteurs. On les détaillera un peu plus tout à l'heure, des légumes, des ovoproduits, des pièces en métal. Ça fait un potentiel d'emploi de 35 000 au total. On a des possibilités, souvent insoupçonnées d'ailleurs en Bretagne, de relocaliser des activités aéronautiques, qui est un secteur très dynamique en Bretagne. On a des possibilités dans le domaine des déchets, parce qu'on exporte beaucoup nos déchets, ce qui, bien sûr, est tout sauf souhaitable. Vous voyez, 3 400 emplois. On a des possibilités dans le secteur des emballages, de la plasturgie, des engins de levage et de manutention. On pourrait faire de la Bretagne, les conditions nous semblent réunies, un leader mondial dans le domaine des équipements agri-agro, également dans le secteur de l'IT, au sens le plus large, hein, c'est-à-dire informatique, électronique, télécom, dans le secteur des énergies renouvelables, des biomatériaux, des composites, de l'aquaculture et de l'algoculture. Il y a des possibilités dans le domaine du développement de la recherche et on a vu tout à l'heure un potentiel important sur le tourisme et on retrouve nos 130 000 emplois. Alors, le travail s'est décomposé, comme je disais, en deux parties. La première partie, c'est de regarder un petit peu des grands facteurs qui font qu'une relocalisation est envisageable indépendamment du territoire concerné. Et puis ensuite, on s'est centré sur l'économie bretonne. La première chose qui ressort de notre travail et qui est très importante, alors là, je vous fais bien évidemment un résumé très, très condensé d'une étude qui fait plus de 150 pages, c'est qu'il n'est pas envisageable de mener à bien un plan de relocalisation aujourd'hui sans poser au départ des exigences très fortes sur le plan environnemental. Nous avons en Bretagne, en France, en Europe, partout dans le monde, une problématique de dégradation de la biosphère qui est très, très inquiétante. Je pense que je n'apprends rien à personne. On utilise très mal et beaucoup trop vite toutes les ressources naturelles dont on dispose. Et donc, il n'est pas question de relocaliser sur un territoire sans ajouter à cette relocalisation un cahier des charges environnementales très exigeant.
Vous voyez ici, par exemple, quelques indicateurs qui vous montrent que, comme partout ailleurs en France, le capital naturel breton a souffert d'un développement économique insuffisamment préoccupé par l'environnement. On a des taux d'artificialisation des sols qui sont supérieurs à la moyenne nationale. On a une surface boisée qui est très inférieure à la moyenne nationale. On utilise beaucoup trop d'intrants minéraux et phytosanitaires dans le monde de l'agriculture, etc., etc. Et donc, relocaliser, bien sûr, mais en faisant attention à l'impact environnemental des relocalisations. Le deuxième point qui ressort très fortement de cette première phase d'analyse macroscopique de la problématique de la relocalisation, c'est de constater quelque chose que nous ne savions pas au début de cette étude, c'est que la grande vague des délocalisations, finalement, elle est terminée. Alors, c'est une vague qui a débuté dans les années 1990 avec la montée en puissance, notamment de la Chine, mais aussi de l'Inde, du Brésil, etc. Donc, grosse vague qui a connu un coup d'arrêt au moment de la crise financière de 2008. Voilà. Et donc, en fait, en matière comme vous le montre cet indicateur, hein, donc tous les mouvements de marchandises, import plus export sur la production mondiale, eh bien, on voit que les mouvements, le taux de marchandises qui sont en mouvement stagne depuis à peu près une grosse dizaine d'années. Et donc, ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce que ça nous a amené effectivement à analyser plus en profondeur les raisons qui avaient fait que la vague des délocalisations s'était arrêtée il y a une dizaine d'années. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, hein, ça veut dire simplement que le rythme ou le volume stagne. Voilà. Alors, pourquoi ça? Finalement, trois facteurs. Le premier facteur, c'est que les coûts de production ont fortement grimpé dans les pays émergents. Alors qu'en Europe, par exemple, on a continué de faire des gains de productivité et d'optimiser les coûts de production de sorte qu'on les a fait baisser. Donc, les écarts se sont amenuisés. La deuxième chose, c'est que la distance crée de nombreux coûts cachés, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, transport, coûts de stock, délai d'acheminement, etc. Et puis en troisième lieu, on s'est rendu compte que finalement, après une vague de délocalisation qui a commencé dans les années 90, beaucoup d'industriels occidentaux se sont rendus compte que ça posait pas mal de problèmes. Ils étaient déçus, notamment pour des raisons de qualité des produits livrés. Et à partir donc du début des années 2000, on a eu une vague de relocalisation, notamment en France. Hein, vous avez là quelques marques qui le montrent, qui a été significative. Le deuxième paramètre très intéressant qui a fortement structuré notre étude, c'est le fait que finalement, les coûts de production ont fondu au cours des 20 dernières années. Donc, j'étais en train de vous expliquer un point important de cette étude, effectivement, c'est que nous avons constaté que les coûts de production avaient fondu depuis les années 2000, de sorte qu'aujourd'hui, si vous prenez une analyse comparée des coûts moyens, je dis bien moyens de production entre la France et la Chine, on est aux alentours de 30%. Hein, si vous suivez mon curseur et que vous regardez ici cette étude qui le montre, vous vous rendez compte qu'ici, on a un indice de coût de production de 124 en France, alors qu'on est à un indice de coût de production moyen en Chine de 96. Voilà, donc on a un écart de l'ordre de 30%. Et ça s'est beaucoup réduit parce que dans les années 2000, on était plutôt, entre la France et la Chine, à un écart de coût de production moyen de 80%. Alors, ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que finalement, l'Occident, l'Europe est redevenue en partie compétitive par rapport à des grands émergents.
Et à ça, il faut rajouter, donc là, si vous voulez, le coût de production, c'est à la porte de l'usine, quoi. Et ensuite, ben, il y a des coûts qui viennent s'ajouter, comme le transport, les stocks, les risques de non-qualité, les risques de rupture d'approvisionnement, les droits de douane, etc. De sorte que quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve aujourd'hui avec un écart moyen de production entre la France et la Chine, pour rester sur cet exemple, qui est de l'ordre de 10%. Et donc, quand on n'a plus qu'un écart de 10%, ben, il y a des choses qui redeviennent possibles, alors que c'était inenvisageable, bien sûr, il y a une vingtaine d'années. Euh, alors, ça, c'est une chose qui est très importante et qui, à elle seule, amène à la conclusion que des relocalisations sont tout à fait envisageables aujourd'hui. Il va sans dire que ce sont des estimations moyennes qui cachent de très fortes disparités. Je vous prends un exemple, hein, qui est lié à notre étude sur la Bretagne. En Bretagne, on achète, pour l'industrie alimentaire bretonne, achète de la coquille Saint-Jacques du Pérou. Et la coquille Saint-Jacques du Pérou, elle est 3 fois moins chère. Donc là, c'est un écart de 300% que la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Alors, bien sûr, avec un tel écart, là, il n'y a pas de discussion possible. On est obligé d'acheter au loin, on ne peut pas relocaliser. Maintenant, la morale de ce point ici très important, c'est que si l'écart, incluant le coût de production, le coût de stock, le coût de transport, est inférieur à 20%, bah, franchement, ça vaut le coup de regarder s'il n'y a pas un intérêt à relocaliser. Et si l'écart est supérieur à 30%, bah là, le fait d'arriver à une bonne compétitivité avec l'achat local n'est pas évident du tout, et donc il vaut mieux pas y passer trop de temps. Voilà. Ça nous a amené à une autre conclusion, c'est que la recommandation que les entreprises bretonnes, et vous pouvez l'élargir à toutes les entreprises, soient des championnes de ce qu'on appelle le total cost of ownership, c'est-à-dire l'analyse de coût global du produit, et non pas simplement la prise en compte du prix facial, parce que derrière un prix facial, vous pouvez avoir toute une série de coûts cachés. C'est ce qui illustre un petit peu cette diapositive, qui se rajoutent et qui font qu'au bout du compte, ça pourrait être intéressant d'acheter à proximité plutôt que d'acheter au loin. Il y a un autre point qui a son importance ici, c'est une règle dont personne ne parle et qui est ce que nous avons appelé la règle des 10%. Alors, je l'explique un petit peu, cette règle, elle mérite qu'on y passe une seconde. Le coût des prélèvements obligatoires est en France à peu près de 10% du chiffre d'affaires des entreprises. Quand vous prenez toutes les taxes et tous les impôts que les entreprises supportent. Et bien sûr, si une entreprise donnée achète à l'étranger, eh ben, le chiffre d'affaires qu'elle achète à l'étranger et non pas en France se traduit par 10% de rentrée fiscale en moins, puisque il y a des fournisseurs français qui ne vont pas travailler et qui donc ne payeront pas sur ce chiffre d'affaires acheté les 10% de prélèvements divers et variés. Voilà. Alors avec 10% de rentrée fiscale en moins, eh bien, l'État peut construire moins de routes, moins d'hôpitaux, moins d'écoles, peut passer moins de marchés publics. Et donc, tout ça, ça génère un appauvrissement du territoire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui achète de 0 à 10% plus cher ses produits en local va constater, bien évidemment, ça c'est une évidence, un coût à court terme, et donc va, entre guillemets, s'appauvrir à court terme, mais d'un autre côté, s'enrichit à long terme, puisque elle entretient le tissu économique local. Voilà, la question, c'est qui voudrait avoir son entreprise en Grèce, c'est-à-dire que quand tout le tissu économique est en très très mauvais état, il n'y a plus rien qui tourne. Voilà. Et donc, une entreprise qui achèterait ses produits 15% plus cher, rien qu'en prenant compte seulement de cette règle des 10%. Une entreprise qui achèterait ses produits à 15% plus cher en France, elle y perd dans tous les cas, à court terme et à long terme.
mais une entreprise qui achète entre 0 et 10% plus cher en France, elle y perd à court terme, elle y gagne à long terme, et donc à long terme, c'est un bon calcul économique pour elle. Alors bien sûr, si elle est en difficulté, il ne faut pas qu'elle le fasse, il faut qu'elle achète au loin et au moins cher parce qu'il y a une question de court terme, mais dans les autres cas, c'est un bon calcul d'acheter en local quand l'écart est petit, c'est-à-dire inférieur à ces fameux 10%. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment on a utilisé toutes ces bonnes informations pour travailler sur la Bretagne. Donc, très rapidement, une présentation de l'économie bretonne à 5 départements. C'est un PIB de 143 milliards et une population active d'un peu plus de 2 millions de personnes. Ici, vous avez, je passe très rapidement, mais nous avons fait ce travail-là de façon très détaillée, comment dirais-je, tous les secteurs économiques avec leur poids dans le PIB, le nombre d'emplois que ça représente. Hein, vous voyez, administration publique et défense, activités pour la santé humaine, construction, enseignement, commerce de gros, agroalimentaire, etc. Et puis, à partir de ça, on a fait un portrait robot un peu des gros moteurs économiques bretons. Alors, en fait, il y a 4 attelages qui tirent l'économie bretonne. On parle ici d'attelage parce que ce sont des regroupements de secteurs. Premièrement, l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça fait 6,8% du PIB en direct. Et quand on rajoute l'indirect et l'induit, on monte à 18%. Vous avez ensuite le numérique et l'informatique qui est puissant en Bretagne. Vous voyez 5,2% du PIB en direct et 15% avec tout l'indirect et l'induit. Le secteur maritime, une fois qu'on a enlevé les industries alimentaires et le tourisme, pour ne pas compter plusieurs fois la même chose, qui pèse aussi 5% du PIB direct. Et puis le tourisme qui pèse 4% du PIB. Et 12% en indirect. Donc voilà, les gros moteurs de l'économie bretonne, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, qui est apparu dans cette étude, c'est que la Bretagne a déjà une forte pratique de l'achat local, puisqu'elle arrive à couvrir à peu près 73% de ses besoins grâce à son offre. Et donc en fait, on se trouve dans une situation où il y a une logique d'acheter en local qui est déjà forte. Et donc, notre travail a consisté à chercher à voir comment on pouvait renforcer une pratique qui était déjà une pratique avérée sur le territoire breton. Alors, avant de venir sur l'analyse détaillée de tous les secteurs sur lesquels il y a matière à relocaliser, on a pris d'autres facteurs d'influence. Le premier facteur d'influence, c'est l'impact du réchauffement climatique. Alors en fait, on sait très bien, et puis vous savez probablement, le dernier rapport du GIEC vient de sortir, il est encore beaucoup plus inquiétant que les précédents. On est à peu près sûr aujourd'hui qu'on ne va pas tenir le seuil des 2 degrés, hein, c'est ce qui a été conclu à la dernière COP26 à Glasgow. Et donc, par définition, les effets du réchauffement sont déjà là. On a déjà une élévation de la température moyenne à la surface du globe de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça ne va pas s'améliorer. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement, dès aujourd'hui, on le constate en Bretagne, des gens qui fuient le sud de la France pendant l'été parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Alors, si on regarde l'emploi direct du secteur du tourisme en Bretagne, il se situe autour de 60 000 personnes par an. Et si on regarde le même secteur en région PACA, c'est 100 000 personnes. Voilà. Donc, avec les vagues de migration vers des zones plus tempérées, il est assez raisonnable de formuler l'hypothèse qu'il va y avoir un transfert et donc que le tourisme français, mais aussi étranger, va aller de plus en plus vers des régions tempérées comme la Bretagne dans les années qui viennent. Et donc, on a considéré que 20% des emplois directs pourraient migrer, par exemple, de PACA vers la Bretagne sur 10 ans, ce qui fait un nombre d'emplois totaux de 20 000 emplois sur la période. Donc, mine de rien, le secteur touristique breton va croître dans les années qui viennent et simplement, bien évidemment, il faut qu'il s'y prépare.
La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que en réalité, toutes les grandes directions générales d'entreprises en France ont pris conscience, premièrement à cause de la crise sanitaire, mais deuxièmement avec la guerre en Ukraine en ce moment, que leur plan de continuité d'activité était bancal. C'est-à-dire que dans le plan de continuité d'activité en question, on calcule la probabilité de risque tel que, par exemple, un avion qui s'écrase sur le data center, mais le fait qu'on soit en rupture d'approvisionnement parce qu'un pays ferme ses frontières pour des raisons sanitaires ou géopolitiques, il n'est pas suffisamment pris en compte et on a en ce moment partout des problèmes d'approvisionnement qui sont très, très épineux. Voilà. Et donc, on arrive à la conclusion que, de toute façon, on va avoir, pour des raisons de souveraineté, des relocalisations qui vont avoir lieu en Europe et en France. C'est absolument incontournable. Et donc là, ce qu'on a recommandé à la Bretagne, c'est de monter une task force pour aller discuter avec les grandes entreprises françaises à l'effet de les inviter à se relocaliser plutôt en Bretagne. Un autre élément qui est rentré en ligne de compte dans notre analyse, c'est bien sûr les effets à long terme de la crise sanitaire. En fait, beaucoup de ménages plutôt aisés, CSP+, ont quitté Paris du fait de la crise sanitaire. Et on le constate en Bretagne, par exemple, parce que le prix de l'immobilier a flambé ces 2 dernières années en Bretagne, c'est pas peu que de le dire. Et puis, du coup, la Bretagne a une tendance à attirer des talents qui est plus forte que par le passé. Et ça a aussi un effet d'attractivité sur les entreprises qui vont trouver plus de talents sur le territoire breton. Donc, tous ces effets-là sont des effets complémentaires qui viennent renforcer les potentialités de relocalisation en Bretagne. On a aussi, je ne le marque pas là, étudié les effets du Brexit. Et en fait, en matière de Brexit, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près les plus et les moins qui s'équilibraient. C'est-à-dire que le Brexit est une très mauvaise affaire pour certains secteurs, une bonne affaire pour d'autres. Et globalement, pour la Bretagne, ça fait un effet qui nous est apparu comme légèrement négatif. Alors maintenant, si on rentre dans l'analyse détaillée des fameux 188 secteurs dont je parlais tout à l'heure, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a calculé toutes les importations et toutes les exportations par secteur sur la Bretagne à 5 départements. Ensuite, on s'est plus particulièrement focalisé, c'est ça qui nous a fait éliminer beaucoup de secteurs, sur les secteurs qui avaient un ratio import-export supérieur à 20% et inférieur à 80%. Alors, je vous explique ça, c'est très simple. L'idée, c'était de dire, si on a un secteur qui est très, très, très massivement exportateur, eh bien, ça signifie que ce ne sera pas nécessairement évident d'exporter davantage. Mais d'un autre côté, si on importe beaucoup, il n'est pas non plus évident de relocaliser à partir du moment où on n'a pas sur place déjà une capacité de production. Donc ça veut dire que si on a une base existante d'industrie dans un secteur donné et qu'on importe beaucoup, on peut développer cette base industrielle existante. C'est beaucoup plus facile que de partir d'une page blanche où il y aurait tout à construire. Voilà. Et donc, c'est cette règle-là que nous avons utilisée. On a aussi séparé les secteurs B2B et B2C parce que on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile de relocaliser en B2B. En gros, relocaliser en B2B, ça veut dire qu'il va y avoir des critères éminemment économiques qui vont être pris en compte. En B2C, c'est moins évident parce qu'il y a des habitudes de consommation. C'est-à-dire que, par exemple, si les Bretons aiment le Roquefort, eh bien, dire qu'on va relocaliser du fromage en Bretagne, ça risque de ne pas marcher parce que ce ne sera pas du Roquefort. Et donc on a eu une analyse différenciée des potentialités de relocalisation en B2B et en B2C. Et puis ensuite, on a établi avec des discussions, des études économiques, enfin je vous passe les détails, des possibilités, des faisabilités de relocalisation par secteur. Je vais vous prendre un exemple tout bête.
En Bretagne, on utilise beaucoup d'emballages puisqu'il y a beaucoup d'industries agroalimentaires. Certains de ces emballages sont en verre. Eh ben, relocaliser une industrie du verre en Bretagne, c'est quelque chose qui est inenvisageable ou quasiment inenvisageable parce que ça représente des investissements qui se chiffrent en milliards. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que c'est compliqué. Et donc, on a des faisabilités de relocalisation par secteur qui sont faciles et dans d'autres secteurs qui sont très difficiles. Euh, Et puis, tout ça a été discuté avec des chefs d'entreprise du territoire pour confronter un petit peu nos analyses théoriques avec la réalité du terrain. Et c'est sur ces bases-là que nous avons ensuite estimé des potentiels de relocalisation. Alors voilà ici un petit échantillon de l'analyse que je viens de vous décrire. Hein. Vous avez un fichier sur lequel vous avez le secteur d'activité. Donc là, on s'est concentré après élimination de secteurs sans potentiel sur 188 ou 189 secteurs. Donc ici, par exemple, hein, machines d'usage général, autres produits en matière plastique, produits pharmaceutiques de base. Vous avez le montant importé en colonne 2, vous avez le montant exporté en colonne 3, vous avez le fameux ratio import sur export qui nous a beaucoup servi pour regarder où est-ce qu'il y avait du potentiel. Et puis ensuite, on a une cotation de la faisabilité de relocalisation qui s'est basée notamment sur des interviews de dirigeants sur le territoire. Voilà. Et puis, tout à fait à droite, vous avez des commentaires. Et puis, tout à fait à droite de cette page, vous avez le nombre d'emplois cumulés qui sont relocalisables. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons travaillé sur donc, toute l'économie bretonne. Le résultat des courses, on en parlait dès l'introduction, je vous donnais la synthèse, un potentiel de relocalisation industrielle qui représente 2,5 milliards d'euros de valeur ajoutée, 1,7% du PIB, 60 000 emplois, avec les emplois directs, indirects et induits. C'est l'équivalent de la valeur ajoutée directe du secteur des télécoms et c'est l'équivalent en emploi du secteur de l'agriculture qui est très développé, comme tout le monde le sait, en Bretagne. Donc, on a ici quelque chose de significatif. Alors en fait, et des possibilités sur des sujets qui sont un peu surprenants. Vous voyez, par exemple, on pourrait relocaliser ce qu'on appelle les PAI, les produits alimentaires intermédiaires. On en achète énormément en Belgique, donc ce sont pour beaucoup des légumes. Hein. On importe par ailleurs d'autres, ce sont des produits préparés, c'est-à-dire que quand une industrie alimentaire fabrique un plat préparé, plutôt que d'éplucher elle-même ses carottes et ses oignons, elle achète des packages, ce qu'on appelle les produits alimentaires intermédiaires. Et ça nous vient par exemple beaucoup en Bretagne, ça vient beaucoup de Belgique. On importe en Bretagne beaucoup de légumes, on importe beaucoup d'ovoproduits alors qu'on a une industrie aviaire en Bretagne qui est importante, des emballages en carton, en plastique, en métal, on importe du lait, du beurre, du sel, donc des tas de choses qui sont très déjà fortement produites en Bretagne et qu'on pourrait développer. Par exemple, 88 millions d'importations de légumes, alors qu'on produit énormément de légumes en Bretagne. On pourrait développer davantage et importer un peu moins. Une autre chose qui nous a étonné, vous voyez, 30% du poulet breton est importé, alors qu'il y a beaucoup d'élevage de poulets en Bretagne. Donc, on pourrait à nouveau développer plus et importer moins. Et ceci est valable pour toute une série de secteurs qui ont été au crible dans le cadre de cette étude. Voilà. Alors en fait, en synthèse, on a plein de possibilités, mais on en a identifié 7 qui étaient plus particulièrement à fort potentiel. Rien qu'avec ces 7 chantiers-là, vous voyez, sur les 60 000 emplois industriels à relocaliser dont on vient de parler, vous en avez 40% qui sont rien que sur ces 7 chantiers. Alors, en fait, le premier sujet, c'est construction, réparation aéronautique, qui est un secteur
dynamique en Bretagne sur lequel il y a des possibilités de développement importants. La réinternalisation du traitement de nos déchets, puisque on exporte, on vend pour 300 millions par an de déchets à l'étranger, on pourrait les traiter chez nous. C'est tout sauf responsable sur le plan environnemental. Relocalisation de la filière emballage, vous voyez à nouveau 4256 emplois qui pourraient être créés par ce chantier ici. Fabrication d'éléments en plastique, 2400 emplois. Relocalisation dans le domaine des engins de levage et de manutention, 2600 emplois. On a un coup à jouer en Bretagne sur les filières d'équipementiers agro et agri qui est très important, en dehors des tracteurs. Et en dehors des tracteurs, il y a beaucoup de machines agricoles qui pourraient être construites en Bretagne. Voilà. La faisabilité de relocalisation de tracteurs est beaucoup plus complexe. Et puis des relocalisations dans le domaine IT, quoi, informatique, électronique embarquée, etc. À nouveau, pas mal de possibilités, vous voyez, et tout ça, ça fait 27 000 emplois. Bon, je ne vais pas bien évidemment vous passer en revue tous les secteurs et toutes les analyses qui ont été faites, mais vous voyez que c'est un travail de fourmi. Et donc, on se retrouve avec une potentialité de relocalisation qui est importante. Et puis, on s'est dit, il y a peut-être aussi des secteurs qui pourraient être développés, de sorte qu'on ne soit pas dans 20 ans en train de se demander s'il y a matière à les relocaliser. Alors là-dessus, comment dirais-je, on a beaucoup de choses à faire dans le domaine des énergies renouvelables. On n'est pas au rendez-vous en Bretagne en matière de pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Dans le domaine des matériaux, on est au-dessous du potentiel de ce qu'on pourrait faire et de ce qui devrait être fait. Donc, vous voyez, sur énergie renouvelable, emploi direct, indirect et induit, on arrive à 30 000. Le potentiel est énorme. Donc la culture des algues, on a le plus gros champ d'algues d'Europe. Et on a aussi des possibilités dans le domaine de la recherche, de localiser ou de développer des activités dans ce domaine-là. Et donc, vous voyez qu'ici, de nouveau, on se retrouve avec des possibilités de création de richesses qui sont importantes, puisque ça fait un total d'un petit 50 000 emplois en plus de ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Alors, je termine en disant que tout ça, ce sont des grandes lignes d'action sur un plan à 10 ans. Vous voyez que quand on rentre dans les détails et qu'on regarde les choses avec attention, on voit des tas de possibilités. J'insiste sur le fait que c'est une étude qui n'est pas du type Yaka Faucon, c'est-à-dire qu'on a regardé les potentialités. On a regardé aussi la faisabilité. Quand des investissements étaient trop lourds pour une relocalisation, on les a laissés de côté. Et donc, on arrive à quelque chose, je ne vous dis pas que c'est quelque chose de parfait, mais c'est quelque chose de faisable et comment dirais-je, de réaliste. Voilà, de réaliste et de prudent. Alors maintenant, on a effectivement des choses pour aller plus loin par rapport à cette première étude, hein, et c'est valable pour tous les territoires. Je reviens sur l'idée du cahier des charges environnementales, qui est quelque chose de très important pour ne pas relocaliser des industries sales. La deuxième chose, c'est la prise en compte de points bloquants. Je vais l'illustrer un tout petit peu, ce point-là, pour la réussite de ce plan, parce qu'il y a des points bloquants qui existent et qui sont en dehors du fait que sur tel secteur, on ait un potentiel de relocalisation et que ce soit faisable. Il y a bien sûr un descriptif très détaillé
du plan en question à mettre en place, et un rôle des acteurs du territoire qui est particulièrement complexe. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la conclusion dans le cadre de cette étude que pour arriver à réussir un plan de relocalisation, il fallait vraiment un grand partenariat public-privé à grande échelle, par exemple avec le conseil régional et avec les entreprises du territoire, notamment avec, par exemple, les instances représentatives comme le MEDEF sur le territoire, pour réussir quelque chose, parce que les acteurs pris isolément ne feront pas grand-chose tout seuls. Donc ça, c'est un point qui est important et sur lequel nous sommes en train de travailler avec le Conseil régional. Alors, je termine sur le point numéro 2, la prise en compte de points potentiellement bloquants pour la réussite de ce plan. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer un. C'est comment dirais-je, les freins qui sont liés à un écart, un décalage important entre l'offre et la demande d'emploi. Une des personnes qui a été interviewée dans le cadre de cette étude s'appelle Denis Lambert, c'est le président de LDC. Donc LDC, c'est un géant de l'agroalimentaire. Vous connaissez tous, bien sûr, les produits Le Gaulois. Voilà, c'est LDC. Donc, c'est de la production aviaire. Il nous a dit, moi, je peux recruter 500 techniciens de maintenance dans mes usines. Elles ne sont pas toutes en Bretagne. Voilà. Et donc, comme nous avons, chez Goodwill, nous avons créé une école low-tech, il nous a dit, ça m'intéresse beaucoup, parce que en fait, moi, comme je manque de techniciens, d'électriciens, etc., je forme des assistants, ce qu'on appelait dans le temps des arpettes. Et voilà. On a un problème énorme d'emploi, d'embauche, qui peut être à lui seul la raison de la stagnation ou de la réussite partielle ou de l'échec de la relocalisation. Je vous ai mis ici un autre petit exemple, sur la droite de cette page. Vous avez la liste des emplois en tension pour la seule ville de Lorient. Et vous voyez que Lorient est une ville de taille moyenne. Vous avez plus de 2000 emplois qui ne trouvent pas preneur dans cette ville. Et si vous avez 2000 emplois directs, ça fait à peu près 5000 emplois indirects et induits. Donc, on se retrouve avec effectivement une situation compliquée, c'est-à-dire que le rapprochement de l'offre et de la demande est quelque chose de très, très sensible dans le domaine de l'emploi. Et à nouveau, ça renforce l'idée que le partenariat public-privé à l'échelle de tout le territoire est indispensable, parce que quand on regarde les acteurs qui vont jouer un rôle là-dedans, vous avez Pôle emploi, vous avez les services de la région qui sont en charge de la formation, etc., etc. Vous avez bien sûr les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Bref, toute cette problématique de la capacité des entreprises à recruter les ressources dont elles ont besoin est quelque chose de très important. Voilà. Donc, merci de votre attention. Émilie, on va pouvoir prendre des questions maintenant. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Et donc, je suis à votre écoute. Alan, excusez-nous pour les petits soucis techniques déjà. Mais on va prendre vos questions, donc n'hésitez pas à poser. Donc, j'en ai déjà quelques-unes. Alors, la première, le potentiel de relocalisation en Bretagne tient-il compte de l'éloignement des marchés intérieurs, ce qui est un problème majeur pour la Bretagne? Alors, de l'éloignement des marchés intérieurs. Franchement, enfin, si c'est le fait que la Bretagne se trouve très à l'ouest de la France et que, par voie de conséquence, ça rendrait difficile la localisation en Bretagne, je pense que le sujet est relativement mineur. Pour une raison très, très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous faites venir tous les produits dont on a parlé là, vous les faites venir de beaucoup, beaucoup plus loin.
C'est-à-dire que vous les faites venir d'Europe de l'Est, vous les faites venir du Maghreb, vous les faites venir de Chine, vous les faites venir d'Amérique du Sud. Donc, le fait qu'on les relocalise en Bretagne, ça pose vraiment pas trop de problèmes du point de vue éloignement. Alors, si j'ai mal répondu à la question posée par la personne, qu'elle précise sa question et tu la prendras, Émilie, et puis j'essaierai de répondre mieux. Ça marche. Donc, c'est une question de Frédéric Leroux, donc n'hésitez pas si vous souhaitez préciser la question. J'ai une question de Fanny Viau ensuite. Y a-t-il eu un chiffrage de l'impact de ces relocalisations sur le bilan carbone du territoire? Alors non, il n'y a pas eu ce genre d'études et c'est une très bonne question, vous avez raison. Comment dirais-je, le travail de l'impact environnemental global, pas simplement sur le carbone, des relocalisations devrait être fait. C'est un sujet sur lequel vous avez, mais en gros, on connaît déjà le résultat. Hein. Donc, on n'a pas fait le calcul, mais on n'a pas les chiffres, mais on connaît le résultat. Si vous prenez le bilan carbone à l'échelle du territoire, évidemment, vous relocalisez des activités industrielles qui consomment de l'énergie, vous allez avoir un bilan carbone qui se dégrade, et qui se dégrade fortement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Si vous regardez la chose à l'échelle de la planète, eh ben c'est tout l'inverse. Vous avez une amélioration qui est une amélioration importante. Et donc, moi, j'ai tendance, bien sûr, mais c'est un point de vue qui n'engage que moi, j'ai tendance à regarder les choses à l'échelle de la planète. Alors, pourquoi c'est très bon? Parce que déjà, vous économisez tout le transport, la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que si vous mettez en place sur le territoire français, breton, peu importe, européen, un cahier des charges environnementales très exigeant, vous allez produire la même chose avec une empreinte carbone qui va être beaucoup plus faible que si c'est produit dans des pays très éloignés où les exigences environnementales existent beaucoup moins. Donc, globalement parlant, à l'échelle du territoire, ça dégrade le bilan carbone, à l'échelle de la planète, ça l'améliore fortement. Merci, Alan. Donc, Frédéric Leroux a précisé sa question qui était: y a-t-il une concurrence potentielle entre les territoires en France? Ah, oh ben oui, ça bien évidemment, c'est une certitude, c'est-à-dire que vous allez avoir, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que tous les territoires se tirent la bourre pour se développer sur le plan économique. Et quand on localise une usine en Normandie, ben on la localise pas en Bretagne. Donc c'est une évidence. De ce point de vue, il y a aucun débat possible. Merci. Alors, Alors donc, juste, je rajoute un petit point là-dessus toutefois. Hein. Je rajoute un petit point là-dessus. L'étude que je viens de vous présenter est faiblement impactée par ce niveau de concurrence entre les territoires français. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui a été regardé, c'est pour l'essentiel, des activités qui sont des produits, excusez-moi, des produits qui sont importés en Bretagne et qu'on pourrait ne plus importer. C'est-à-dire pour développer localement des capacités de production qui éviteraient d'acheter à l'extérieur. Donc c'est vraiment un développement du marché intérieur qui est ciblé par cette étude. Ça ne change pas la concurrence entre les territoires dont on parlait précédemment, mais celle-ci a un impact relativement faible sur les conclusions que notre étude présente. j'espère que ça répond à votre question, Frédéric. Alors ensuite, une question, y a-t-il eu une étude sur les besoins de formation? Non, il n'y a pas eu d'études sur les besoins de formation. Ce serait, pour moi, c'est aussi important de faire ce travail-là.
Je vais développer un petit peu, vous voyez la partie basse là, en bas à gauche de cette page. Tout ce qui touche de près ou de loin au rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi est un sujet de la plus haute importance. On s'est rendu compte que les freins à l'embauche sont multiples. Il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de confiance en soi, il y a des problèmes de motivation, il y a des problèmes extrêmement nombreux qui font qu'on se trouve avec beaucoup de chômeurs d'un côté et beaucoup d'emplois en tension de l'autre. Voilà. Et donc ce sujet-là, incluant les besoins en formation, ce serait un chantier prioritaire à ouvrir en complément d'une étude sur le potentiel de relocalisation. Nous, notre mandat, c'était est-ce qu'on peut relocaliser et si oui, qu'est-ce qu'on peut relocaliser? Mais notre mandat, ce n'était pas quelle est la liste de tout ce qui doit être fait pour que la relocalisation s'opère. Alors, j'ai une dernière question, Alan. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à la remettre. J'ai regardé normalement dans le chat et dans les questions, mais n'hésitez pas à les remettre. Normalement, c'est la dernière question. En Bretagne, les emplois liés au transport de marchandises et à la logistique sont au nombre de 73 500. Ça représente environ 5,5% des emplois. Quel est l'impact de la relocalisation des activités sur ces emplois? Alors, on n'a pas fait cette étude, donc je vais faire une réponse, je dirais, prudente. La relocalisation aurait, à mon sentiment, un effet globalement positif, puisque vous auriez comment dirais-je, un moindre flux de transporteurs ou de chargeurs en provenance de l'extérieur et un plus grand nombre de flux au départ de la Bretagne. Donc, je pense que globalement parlant, le bilan serait positif, mais je ne peux pas le garantir parce qu'on n'a pas fait le calcul. Alors, donc Frédéric précise que ma question sur la logique est schumpeterienne. Il s'agit de destruction d'emplois low-tech faciles à pourvoir. Voilà. Je ne sais pas si tu souhaites réagir à ce point-là. De destruction d'emplois. La question à laquelle tu viens de répondre. Oui, oui. Voilà, il précise que c'était une question Oui, mais je pense qu'il y aurait plus de création que de destruction d'emplois. Je suis à peu près sûr de mon coup, hein, sur le plan du transport. Je vais donner la parole à Frédéric pour clôturer. Hop. Ça doit être bon. Voilà. Frédéric, si vous voulez, ce sera peut-être plus simple si vous voulez. Bon, bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui, très bien. Merci. Oui, merci pour ces réponses. Mes questions étaient peut-être un peu lapidaires ou caricaturales compte tenu de la méthode. Hein, via un chat, on ne s'exprime pas forcément très complètement. Il n'y a aucun problème. Très correctement. Soyez à l'aise. Ma question sur cette destruction immédiate d'emplois, vous y avez en partie répondu, hein, je voulais simplement préciser mon propos. On est sur un glissement de potentiel d'emploi et de compétences. Vous avez souligné que sur le bassin d'emploi de Lorient, par exemple, il y avait toute une série de métiers en tension qui sont des métiers pour lesquels il y a un repositionnement social probable pour les rendre plus attractifs. C'est vrai aussi pour la question du transport et de la logistique. Ces emplois sont pourvus aujourd'hui, ils risquent d'être sérieusement déstabilisés par des grandes modifications des flux. Et donc, on perdrait des emplois pendant un premier temps, quitte à les voir, tant mieux, les voir recréés dans d'autres secteurs d'activité, mais on est exactement dans la même démarche qu'à niveau national, le plan de transformation de l'économie française de l'équipe du Shift Project, où le point de détail, il est douloureux,
il se situe dans l'accompagnement social de tous ces individus qui vont perdre leur emploi. Mais moi, je ne vois pas pourquoi vous dites que le phénomène de relocalisation aurait un effet destructeur d'emplois à court terme sur le transport et la logistique. Vous ne pensez pas qu'il y aurait Ah non? une grande, on va dire une sorte de révolution locale ou régionale sur l'organisation des flux? Je pense que globalement parlant, à partir du moment où vous relocalisez des usines, vous avez des flux sortants qui augmentent, vous avez des flux intérieurs qui augmentent et vous avez des flux entrants qui diminuent. Et donc, globalement parlant, moi, je vois une amélioration, je ne vois pas une diminution. Je n'ai pas fait l'étude, hein, mais je ne vois pas une diminution. Ok, d'accord, mais soit. Vous avez peut-être raison, oui. Ok. Il faudrait faire les calculs, on ne les a pas faits. Merci beaucoup, Frédéric. Comme on le voit, la question est complexe. Et c'est un premier pas, cette étude, et elle soulève plein de questions. Je te laisse clôturer, Alan. Écoutez, merci de votre attention. C'est un sujet, finalement, vous voyez, qui est un sujet de la plus grande importance dans l'état actuel des choses, parce que nous savons maintenant que dans les mois qui viennent, pas dans les années qui viennent, mais dans les mois qui viennent, le phénomène de pénurie de plein de choses va s'aggraver en France, notamment sur le plan alimentaire, avec la guerre en Ukraine. Donc espérons que toutes ces propositions trouveront une mise en œuvre rapide. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.